On va y arriver, chers amis. Il est 18h38, tout simplement. Nous sommes toujours le mardi 12 août, c'est l'été. Il fait chaud sur une bonne partie de la France. Je pense que vous avez eu le temps de vous en rendre compte. Et aujourd'hui, on apprend que le président de la République, Emmanuel Macron, a promulgué la fameuse loi du plomb. Une loi qui a fait débat jusqu'au sein du monde agricole. Alors, qu'est-ce qu'elle rend possible à partir d'aujourd'hui? On va en parler avec nos deux invités. Lux Messard est avec nous. Je vous l'entendis à l'instant, vice-président de la FNSEA. Est-ce que vous entendez mieux, Lux Messard? Bonsoir à nouveau. On va vous entendre dans un instant. Yannick Becker est également avec nous, porte-parole de la Confédération paysanne, l'autre syndicat agricole. Vous êtes le porte-parole pour la Confédération paysanne pour la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir à vous, Yannick Becker. Bonsoir à tous. On vous entend. C'est presque du favoritisme. Parfait. On est désolé pour Lux Messard, mais on va le retrouver dans un instant. Alors vous, Yannick Becker, comme votre syndicat, la Confédération paysanne, vous étiez contre la loi du plomb et y compris contre ce qui est rendu possible par la promulgation qui a eu lieu aujourd'hui. On est d'accord? Oui, on l'est toujours. Quelles sont les mesures rendues possibles par cette loi que vous considérez néfastes? Ouais, les deux plus emblématiques, c'est l'augmentation du seuil d'installation classée pour l'environnement pour les bâtiments d'élevage. Oui. Donc la facilitation des bâtiments d'élevage industriel. Et puis la facilitation aussi d'installation de méga-bassines. Alors plutôt dans le sud-ouest, en tout cas on n'est pas concerné par ça. Mais voilà, donc c'est deux mesures qui sont emblématiques d'un grossissement démesuré des fermes et donc d'une soumission aux investissements qui nous échappent. Et puis aussi à la diminution du nombre des agriculteurs, sans compter après les aléas et enfin ce qui vient avec, c'est-à-dire que la spécialisation des territoires, etc. Donc voilà, si on revient plus précisément, je pourrais en parler plus précisément. On va y revenir plus précisément. Voire des bassines. On va y revenir plus précisément, notamment les bassines, ce que vous appelez, vous, les méga-bassines. Lux Messard est avec nous. On va y arriver, je vous le promets, mon cher Lux Messard, parce que c'est la règle sur Sud Radio. D'abord, tout le monde a la parole et on fait en sorte que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Lux Messard, pour vous, la promulgation de la loi, même si c'est pas assez, c'est déjà une bonne nouvelle à la FNSEA. Alors, en tout cas, elle était nécessaire. C'est un ensemble de mesures qu'on attendait pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens. C'est donner aux agriculteurs les moyens de produire. C'est notamment stocker un peu d'eau l'hiver quand il en tombe trop, puis que quand il y a ces canicules et ces sécheresses, qu'on puisse l'utiliser. On ne sait pas faire de fruits, de fruits, de légumes sans eau. C'est des banalités, mais il faut peut-être le rappeler. En tout cas oui, mais malgré tout ça veut dire qu'il y a des accords au sein du monde agricole comme on l'entend avec la Confédération paysanne. Le stockage d'eau pour l'irrigation des cultures, c'était une des mesures qui était importante pour la loi du plomb. C'est ce qui fait débat. Est-ce que vous comprenez l'opposition à ce que votre contradicteur appelle les méga-bassines ? Déjà, une bassine, ça fait quelques litres. Je pense qu'il faut parler de réserve. De tout temps, l'homme a toujours stocké l'eau. Et je crois que quand il en tombe, avec le rapport du GIEC, on nous dit qu'avec le changement climatique, il en tombera autant, mais de façon discontinue. C'est la capacité, comme le font nos voisins, et même les pays du Nord aujourd'hui, de stocker l'eau quand elle tombe en excès, pour éviter justement les rivières à sec l'été, pour pouvoir aussi avoir de l'eau dans nos robinets, et puis maintenir et soutenir l'agriculture. Et je crois que c'est pas un gros mot que d'arroser ces cultures. En France, on arrose moins de 5% de nos cultures, mais aujourd'hui, dans le sud, on est incapable de faire des fruits et légumes sans eau. Alors justement, la parole à votre contradicteur, toujours Yannick Becker, porte-parole de la Confédération paysanne. Dans le Sud, très précisément, l'un des articles le précise de cette loi, les retenues de stockage d'eau à vocation agricole, qui sont constituées évidemment en puisant dans la nappe phréatique ou les cours d'eau, sont présumées être d'intérêt général majeur. Pourquoi c'est pas une bonne chose pour vous, Yannick Becker ? D'eau pluviale, les retenues collinaires, etc. Nous, dans le Sud, on est très habitués à ça. On en a même une énorme qui s'appelle le lac de Serpenson, et qui est le plus gros lac artificiel d'Europe. Allez, on va y arriver. Tout simplement, on va vous rappeler l'un et l'autre. On va faire au plus simple, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Avec cette manière de fonctionner, je suis désolé pour vous deux, mais on va vous retrouver. C'est une promesse que je vous fais à l'un et l'autre. Anthony Martin-Smith, 2 millions de signatures contre la loi du plomb. Vous l'avez signé, vous, ou pas ? Oui, je l'ai signé.
la pétition ? Oui, je l'ai signée. Pourquoi vous l'avez signée alors ? Parce qu'elle faisait sens sur le raisonnement scientifique qui était derrière. En revanche, j'entends aussi les préoccupations de nos agriculteurs qui aujourd'hui peinent avec ces réglementations totalement inégales entre ce qui se passe sur le législatif français et le législatif européen. Et donc j'ai le sentiment que cette loi, c'est un espèce de nivellement par le bas où on essaye de dire on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait chez nos voisins, alors que même le sujet est pas forcément là. On devrait davantage niveler la réglementation européenne vers le haut en disant que ce que font nos agriculteurs vers le haut, c'est-à-dire ce que font nos agriculteurs français est un modèle pour notre agriculture, pour notre santé publique mondiale. C'est aussi pour ça que les produits français se vendent bien à l'étranger, c'est parce que nous sommes rigoureux dans notre agriculture, nous sommes rigoureux dans la manière dont nous traitons la question de la santé publique. Et donc cette loi, c'est du nivellement, en tout cas c'était du nivellement vers le bas pour moi, oui effectivement, avec cette question de l'acétamipride, mais pour la question de la gestion de l'eau, pour l'instant, est-ce qu'on sait faire mieux ? Est-ce qu'on sait faire autrement ? Je ne crois pas. Nathalie Lebas, vous ne l'avez pas signée la pétition ? Alors moi je ne l'ai pas signée parce que je pense que cette pétition partait d'un bon fond, mais on était sur une vision biaisée. Première des choses, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que ce n'est pas dangereux ? Si c'est dangereux, et j'entends les scientifiques qui le disent, dans ce cas-là, il faut interdire l'importation de toute nourriture qui soit dangereuse. Alors pourtant, c'est pas interdit. Et justement, c'est là où moi ça me pose problème, c'est qu'on nous explique que nos agriculteurs, ils vont pas produire ces produits parce qu'ils sont dangereux, mais en revanche, comme ils vont être trop chers, on va importer encore plus de nourriture qui, elle, est polluée et qui va nous rendre malades. C'est complètement idiot, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est pour cela que Xavier Bertrand a écrit à la ministre pour lui demander de mettre un coup de poing au niveau de la Commission européenne et demander l'application de clauses miroirs pour interdire l'importation de ces produits. Parce que ça ne sert à rien d'interdire à nos agriculteurs de produire des produits infestés si on les mange par ailleurs. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils sont dangereux pour la santé ou infestés ? Je reprends les termes que vous avez employés parce qu'ils sont forts quand même ces termes. On parle de poison, j'entends le mot poison par exemple. Lux Messard, c'est des produits dangereux ou pas ? Alors, c'est des produits pharmaceutiques. C'est exactement comme la pharmacie. Il y a la pharmacie pour les humains, il y a la pharmacie des plantes, les produits phytosanitaires. Ils ont des autorisations de mise sur le marché, ils ont des autorisations européennes, voire des fois des autorisations françaises. Et donc, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut les manipuler avec précaution. Jamais nous, en tout cas, on mettra en danger la sécurité des agriculteurs et encore moins des Français. Et c'est pour ça que il faut les utiliser avec le meilleur professionnel possible. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a surtout besoin, c'est des solutions. Et des fois, la solution, c'est pas forcément le produit phytosanitaire. C'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas obligatoire. Mais de temps en temps, quand on n'a pas de solution, quand on a un puceron qui pique et qui donne la jaunisse, par exemple, sur les betteraves, je suis moi-même producteur de betteraves, en plus d'être éleveur, je peux vous dire que là, on se retrouve complètement à moins 20, moins 30%, et c'est la rentabilité complète de la culture qui est mise à mal, et voire demain, la fermeture d'usine, et on importera du sucre. Et comme l'ont très bien dit vos collègues, c'est que on va importer sans faire et là on ferme les yeux sur les méthodes qui sont utilisées dans nos pays voisins et c'est juste pas possible qu'on importe alors qu'on nous l'interdit dans les champs. Je pense que c'est juste normal. Sinon demain on aura simplement une importation qui va continuer alors qu'on peut produire chez nous et en même temps l'agriculture elle amène bien plus que l'alimentation, elle amène aussi de l'emploi sur les territoires, elle amène aussi un vrai enjeu sur l'environnement, sur les haies, sur la diversité des rotations. Donc c'est tout ça aussi, c'est une vraie richesse l'agriculture. C'est ce que je disais, c'est du nivellement vers le bas avec cette loi où on veut ramener les Français à des standards européens alors même qu'on a une agriculture plutôt vertueuse. Oui mais pardon, moi je veux bien entendre ça et je comprends tout à fait. Oui mais c'est de la concurrence déloyale ce qu'il dénonce. On est d'accord, mais est-ce que ça veut dire que tous les autres pays d'Europe sont suicidaires et décident eux de s'empoisonner alors que nous serions les seuls petits villages dans ce monde global qui auraient décrété que c'est dangereux? Mais non, parce que vous avez des agences européennes comme l'EFSA qui vous dit que par exemple l'acétamipride n'est pas toxique à faible dose pour la santé, même la NSS le dit en France. Donc, mais c'est juste que vous avez des scientifiques qui vont un peu plus loin dans la démarche et dans les recherches et qui vous disent si c'est toxique.
Alors, on a retrouvé Yannick Becker pour la Confédération Paysanne. On voulait parler d'autre chose que de la cétamitrine. On y est quand même revenu. Hein. Vous ne pouvez pas s'en empêcher, Yannick Becker. Faire classer pour ça. Bon, est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'il faudrait à minima ne plus importer ce qu'on vous interdit de produire ? Bien sûr. Nous, on propose des prix minimum d'entrée. Et au niveau européen, il y a quelque chose que j'entends jamais parler, c'est la clause de sauvegarde. Là, c'est le manque de courage politique, ou alors c'est juste qu'on se soumet au marché et on a peur de ses collègues européens. Mais la clause de sauvegarde, ça permet d'interdire l'importation de produits de produits agricoles qui ont reçu des produits qu'on interdit nous-mêmes. Et pourquoi on l'a pas fait alors ? Pourquoi on l'a pas fait ? Il faudra demander aux économistes et puis à mon collègue de la FNSEA. Mais après, dans ces cas-là, on parle. Quand il a parlé de solution, la solution, c'est le prix. Si on a une baisse de rendement ou si on est obligé d'agrandir les fermes, c'est parce qu'on manque de prix. Je rappelle qu'il y a 1 an et demi, le départ de la crise, c'était le manque de revenus dans les fermes. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose des produits chimiques, on nous propose d'agrandir des fermes et de les surcapitaliser avec des fermes avec 80 000 poulets. Franchement, j'ai du mal à comprendre le raisonnement économique. Ou alors c'est qu'on se met au niveau du Brésil, quoi. Donc pour vous, il faudrait que les produits agricoles coûtent plus cher, point à la ligne. Bien sûr. Après, il y a de la marge entre la vente du produit brut et la vente aux consommateurs. Là, je pense qu'on peut prendre et que les consommateurs vont pas le voir passer, quoi. Lux Messard, vous êtes toujours avec nous. Vous avez été interpellé par votre collègue. Pourquoi la clause de sauvegarde, on l'a pas activée ? Déjà, si c'était la FNSEA qui avait la main, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait contrôlé dans vous nos n'êtes pas frontières. si impuissant que ça quand même, pardon. On voit bien aujourd'hui que ces clauses miroirs, c'est le miroir aux alouettes, c'est-à-dire que on contrôle peu ou pas, on n'a pas envie de contrôler, on met pas les contrôleurs là où il faut, et qu'en plus de ça, le peu de contrôles qui sont faits à l'entrée des frontières au niveau européen, 3% des contrôles à peine, et sur les 3%, entre 25 et 30% d'anomalies, c'est énorme. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on commence à contrôler, on trouve tout de suite des anomalies, des choses qui sont pas légales. Et je crois que on n'a jamais autant rappelé à la FNSEA et chez les jeunes agriculteurs la nécessité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ces clauses de miroir, on veut pas. On se dit que c'est pas possible aujourd'hui. La clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne, d'ailleurs, on voit bien avec le Mercosur, c'est-à-dire qu'on est dans la dernière droite et que, à part le président qui fait toujours en même temps, qui nous dit non, je signerai jamais, mais on voit bien qu'il laisse défiler les accords, il laisse même aller Ursula von der Leyen s'en aller en Argentine. Continuer à faire avancer cet accord qui va nous laisser rentrer du bœuf brésilien, du bœuf argentin, des produits du soja issu de la déforestation, du soja qui est produit avec 80% de matières actives qui nous sont interdites en France. Et là, c'est tant mieux que ces matières actives. D'ailleurs, on a retiré 75% des matières actives les plus dangereuses depuis 5 ans. Donc on reste pas sans rien faire. Je crois qu'aujourd'hui, comme ça a été dit, on a des agricultures les plus vertueuses au monde, et c'est souvent dit et c'est souvent cité. Donc accompagnons nos agriculteurs, et je crois qu'aujourd'hui c'est pas le moment de nous diviser entre producteurs. Oui, il y a un problème de revenus, il y a un besoin de rentabilité, mais on sait aussi très bien c'est que le pouvoir d'achat des Français n'est pas toujours à la hauteur sur l'alimentaire, et puis aussi l'État n'applique pas ses règles, notamment dans nos cantines où on retrouve souvent plutôt des produits importés que des produits issus de nos bons territoires. Ça, c'est bon de le rappeler, ça c'est vrai. Nathalie Lebas, vous avez 30 secondes. Alors c'est vrai, et d'autant plus que dans la région des Hauts-de-France, on a fait des filières courtes pour favoriser nos agriculteurs, dans nos cantines notamment. Et véritablement, aujourd'hui, on ne peut pas aller demander à des agriculteurs de produire moins, de produire mieux, d'être compétitifs, de gagner leur vie. Et aussi, derrière, il faut se demander comment les Français vont manger. Effectivement. Je voudrais qu'on termine quand même sur les bassines, parce que c'est là que vous avez été interrompu par la qualité de la liaison. On est toujours avec vous, Yannick Becker, porte-parole de la Confédération Paysanne. C'est une question qui me taraude toujours. Pourquoi il y a des agriculteurs qui sont contre le fait de stocker de l'eau quand elle tombe pour pouvoir s'en servir quand il n'y en aura plus ? Parce que c'est pas le principe qui est appliqué dans les bassines actuelles. Le principe qui est appliqué dans les bassines actuelles, c'est qu'on pompe dans les nappes phréatiques. Nous, dans le sud, effectivement, on prend l'eau qui coule et qui part à la mer avec ses retenues collinaires. Lorsqu'on pompe dans les nappes phréatiques, non seulement on prend de l'eau à tout le monde pour la réserver à certains,
mais en plus on assèche le paysage, on rompt le cycle de l'eau. Donc là où le meilleur endroit pour conserver l'eau, c'est les nappes phréatiques. Donc il faut arrêter de pomper dedans et de les percer. Bon, mais écoutez, voilà, en tout cas... Et puis en plus, l'objectif, ça va sur quelle culture? On parle de légumes et de fruits. Non, là on parle de céréales à l'exportation. Oui, nous, dans le sud, oui, on arrose pour des légumes et des fruits. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Et même beaucoup de fruits partent aussi à l'exportation. Donc il faut se poser la question. C'est pas un gros mot non plus d'exporter nos céréales. Non, mais quand on parle de souveraineté alimentaire... c'est pas pour aller rééquilibrer la balance commerciale française. Bon. Surtout qu'en plus, ce sont des cultures qui sont bien soumises à de l'engrais, donc c'est du gaz russe et puis il y a du pétrole. Donc, faire attention à ce qu'on fait dans le modèle qu'on veut développer. En tout cas, vous aurez pu le dire l'un et l'autre et vous faire entendre. Merci à vous, Yannick Becker. On vous entendait à l'instant, porte-parole de la Confédération paysanne pour la région Sud. Merci à vous, Lux Messard, vice-président de la FNSEA. Bon, merci à nos vraies voix aussi, Nathalie Lebas. À bientôt. Merci à vous, avec merci plaisir. À vous. Je rappelle que vous êtes communicante et conseillère régionale dans les Hauts-de-France. Anthony Martin-Smith, à demain. À demain. À demain. Et avant ça, on vous laisse entre les mains de Jean-François Aquili.